Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et perspectives méditerranéennes. Histoire et perspectives méditerranéennes. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Déjà paru. Michel Cornaton, Nelly Forget et François Marquis, Guerre d'Algérie, ethnologue de l'ombre et de la lumière 2015. Saïd Morabit, L'économie politique de la production législative au Maroc, 2015. Raymond Nart, Histoire intérieure de la rébellion dans les Aurès, Adjoul, 2015. Fawzi Rouzek, Le groupe d'Oujda revisité par Chérif Belkacem 2015. Geneviève Gousssaudf Le consulat de France à Tunis au XVIIe et XVIIIe siècle, 2014. Frédéric Harymbat, Les Européens d'Afrique du Nord dans les armées de la libération française, 1942 à 1945, 2014. Maurizio Valenzzi, J'avoue que je me suis amusé, Itinéraire de Tunis à Naples, 2014. Mustapha Besbes, Jamel Chahed, Abdelkader Hamdan Dir, Sécurité hydrique de la Tunisie. Gérer l'eau en conditions de pénurie, 2014. Abdelmajid Bedoui, Grandeur et misère de la révolution tunisienne, 2014. Kamal Chaouachi, La culture orale commune à Malte et à la Tunisie, 2014. Abdelaziz Arizedi Kaï Mohamed, Sociologie de la diplomatie marocaine, 2014. Ahmed Benouna, Le Crédit Bail au Maroc. Un mode de financement original, 2014. Francesco Correale, Le front colonial de la guerre 1914 à 1918, Trafic d'armes et propagande dans l'Occident maghrébin 2014. Mustapha Hogga, Théocratie populiste ou séparation des pouvoirs au Maroc, Histoire et alternative démocratique 2014. André-Paul Weber, Régence d'Alger et Royaume de France, 1500 à 1800. 3 siècles de lutte et d'intérêt partagé, 2014. Cyril Garcia, 3 historiens face à la guerre d'Algérie 2014. Pour Daniel et Jacques. Préface. Le présent ouvrage consacré à la revue Maghreb, 1932 à 1935, est un livre d'histoire qui traite du Maghreb colonial, à une époque où l'Afrique du Nord française paraît immuable de solidité et de stabilité. Rares sont alors, à gauche comme à droite, les consciences politiques et les intellectuels qui estiment, ne serait-ce qu'y pressentent, que le basculement vers la décolonisation est inéluctable. Pourtant, en 10 ans entre 1926 et 1936, se met en place une dynamique nationaliste qui devait balayer l'Afrique du Nord française en une courte décennie après 1945. Mais cela, personne ne le sait ni ne peut alors le deviner. La revue Maghreb est née, a vécu et a disparu, au cœur de cette brève séquence, à l'initiative de son créateur et directeur, l'avocat parisien Robert-Jean Longuet, arrière-petit-fils de Karl Marx, qui a saisi à la suite d'un voyage au Maroc en 1926 à 27, et grâce à la défense de militants anticolonialistes, ce qui était en train d'advenir. En 1926 naît à Paris l'Étoile nord-africaine, ENA, la première organisation nationaliste algérienne, dans l'orbite du Parti communiste français, sous la direction de Messali Hadj. En 1928 est fondée à Paris l'Association des étudiants musulmans nord-africains, AEMNA, appelée à devenir un véritable Gotha du nationaliste maghrébin, décrit par Charles-Robert Ageron. En 1930, une poignée de jeunes nationalistes marocains s'empare d'un texte de loi assez banal de la résidence générale à Rabat, et parvient à l'ériger en daïr berbère, afin de dénoncer mondialement la tentative coloniale de christianiser les berbères marocains. En 1931 naît en Algérie une nouvelle association culturelle à visée religieuse et nationaliste, l'Association des oulémas musulmans d'Algérie. En 1934, la pression est si forte sur le protectorat français à Rabat que la résidence doit reculer. La même année, au congrès du Destour, à Ksar El-Hal en Tunisie, le jeune avocat nationaliste Habib Bourguiba fonde un nouvel appareil politique, le Néo-Destour, futur bras armé du nationalisme tunisien.
La revue Maghreb joue un rôle unique et capital pour rendre compte et participer de cette effervescence politique des élites musulmanes, dans les capitales d'Afrique du Nord comme à Paris, entre 1932 et 1935. Son action est relayée dans la classe politique parisienne par les amis du socialiste Robert-Jean Longuet, et au niveau européen et colonial par l'émir druze syrien en exil Chekib Arslan, qui depuis Genève, diffuse auprès des étudiants et des militants nord-africains l'idéologie du nationalisme arabe. Le choix du nom arabe de Maghreb, d'usage encore inconnu en France, en lieu et place d'Afrique du Nord ou de Berbérie, est un positionnement historique et politique qui fait date dans l'histoire du nationalisme régional. Avec la revue Maghreb s'engage un combat politique précurseur qui allait bouleverser la France, son empire et les moyens de sa puissance. Même la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale ne suffit pas aux élites républicaines françaises pour intégrer l'idée selon laquelle la colonisation et son empire sont sans avenir. Pire, après 1945, comme dans la crise des années 30, ces élites estiment que le destin de la France passe par le recours à l'empire, c'est-à-dire en premier à l'Afrique du Nord. On mesure donc à quel point Robert-Jean Longuet fut un précurseur au sein de la classe politique française, et on comprend le poids de ses indéfectibles amitiés marocaines. Le grand mérite du livre de M. Denglo est de nous faire revivre ce moment précurseur, et de nous ramener au texte, à cette revue de papier et de journalistes, dont on connaissait le nom et la fulgurante trajectoire, mais dont il nous dévoile la matière et les contenus. À parcourir son ouvrage, on fréquente et on côtoie ces élites intellectuelles francisées des années 30, inscrits à l'Université de Paris. C'est évoluer que les élites coloniales regardent avec condescendance et une extrême méfiance, mais que le tout Paris commence à considérer avec sympathie. Car Paris qui aime la nouveauté et se pense comme la capitale du monde, ne redoute rien. Dans ces années qui précèdent le Front populaire, l'ébullition et les espérances des colonisés restent fortes, et ces jeunes élites espèrent que la France politique et intellectuelle qu'ils idéalisent a les moyens de réorienter la France coloniale. La synthèse maghrébine à l'œuvre et en marche permet de s'affranchir des particularismes nationaux et de se donner du courage. Paris est une ville libre, et la politique y est une activité à plein temps. C'est à cette découverte que nous invite M. Denglo, qui s'introduit ici avec brio dans le cercle encore trop étroit des historiens du Maghreb, et surtout du Maroc colonial, tant il est vrai que les amitiés de Robert-Jean Longuet le portent vers ces jeunes aristocrates qui, la conquête militaire du Maroc à peine achevée, ferraillent déjà à Paris pour le respect des libertés marocaines. Une ancienne professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Paris un Panthéon-Sorbonne, Nadine Picodou est spécialiste des sociétés arabes, en particulier des sociétés palestiniennes et libanaises. Deux professeurs d'histoire contemporaine à l'Université de Paris un Panthéon-Sorbonne, Pierre Vermeyren est spécialiste du Maghreb contemporain. Avant-propos. Lors d'une conférence tenue à Casablanca sur le thème de la presse arabe en 1927, le lieutenant-colonel Eugène Margot donnait son point de vue aux officiers de la Direction des Affaires indigènes, sur les effets que devait immanquablement produire une presse arabe libre au Maroc. Quelques jeunes lettrés instruits dans les deux langues ont déjà manifesté à différentes reprises le désir de créer une revue littéraire arabe. Faut-il le regretter ? Évidemment non. Rien ne presse. L'on verra certainement une presse arabe libre dans ce pays. Beaucoup de jeunes évolués d'aujourd'hui sont des journalistes en herbe. Ils seront sans doute prudents en commençant, mais ils aborderont rapidement des sujets plus capiteux que la littérature. Ils traitent des questions confessionnelles qui leur sont chères, questions de nos jours si délicates et irritantes. Ils viendront à la politique et dans ce domaine il sera probablement difficile d'éviter l'écueil du nationalisme. Le lieutenant-colonel concluait par cette mise en garde. La presse, en effet, est une arme dangereuse dans les mains de gens inexpérimentés. Bienfaisante à divers titres, chez les nations civilisées, elle convient peu aux peuples qui en sont au premier stade de leur évolution, surtout aux peuples arabes et berbères si facilement impressionnables. Que sera-t-elle au Maroc quand elle fera ses premiers pas ? Ne risquera-t-elle pas d'être pernicieuse si les journalistes indigènes n'ont pas encore suffisamment subi l'influence de notre génie ? L'avenir nous le dira, il nous le dira bientôt car suivant le proverbe arabe, l'avenir c'est demain. Passant outre aux préjugés raciaux,
on ne peut qu'être frappé par la crainte insistante du spectre d'une presse indigène autonome sur la résidence générale de la République française au Maroc. Cet avenir, ce demain, allait se réaliser 5 ans plus tard avec la parution du mensuel Maghreb. Les inquiétudes de Margot étaient-elles à ce point justifiées ? À la nuance près que la revue est pourtant bien une tribune franco-marocaine en langue française, si on s'accorde sur le rôle fondateur de l'avocat socialiste Robert-Jean Longuet. Mais elle représente historiquement le baptême du feu d'une génération de jeunes hommes bien nés, dans une arène politique marocaine alors exclusivement dominée par les partisans du colonialisme français. Les jeunes Marocains, particulièrement Mohamed Hassan Ouazani, Ahmed Balafrey, Omar Abdel-Jalil, Abdelkader Benjeloun et Mohamed Yazidi. Cette aventure éditoriale est relativement courte, à peine 3 années d'existence. Dès sa sortie en juillet 1932, la revue attaqua avec virulence l'œuvre française au Maroc avant d'être interdite à 2 reprises en septembre 1932 et en mai 1934. Sa parution s'arrêta définitivement au début de l'année 1936. L'historiographie, française et marocaine, situe traditionnellement la genèse du nationalisme à partir des années 20. Les protestations contre le daïr berbère, en 1930, puis en décembre 1934 le plan de réforme élaboré par le Comité d'action marocaine, révèlent au grand jour les enchaînements qui conduiront 20 ans plus tard à l'indépendance. Les travaux d'historiens sur le colonialisme et les nationalismes d'Afrique du Nord, Charles-André Julien, Jacques Berck, Charles-Robert Ageron ou encore Daniel Rivet, sont représentatifs de cette démarche. L'activité des jeunes Marocains, et surtout leur alliance avec des militants français socialistes et radicaux, est bien le point de départ d'une nouvelle forme de lutte anticoloniale calquée sur les modèles politiques occidentaux. Nous constatons cependant que la place qu'on leur accorde est variable, parfois relativement neutre. Ainsi pour Charles-André Julien, les jeunes Marocains se servirent de l'arme de la presse. À Paris, les étudiants avaient pris contact avec les milieux politiques de gauche. C'est à un jeune avocat, Robert-Jean Longuet, fils d'un des militants socialistes les plus soucieux des questions coloniales, Jean Longuet, qu'ils confièrent le soin de diriger à partir de 1932, la revue Maghreb, où écrivirent notamment Mohamed Hassan Ouazani, Mohamed Yazidi, Abdelhak Sik et Abdelkrim Sik Benjeloun. Maghreb se posa dès le début, en organe de combat, prêt à dénoncer sans ménagement l'exploitation colonialiste dont souffrait le Maroc, et à réclamer la suppression d'un régime qui faussait l'esprit du protectorat. Au Maroc, Maghreb eut pour pendant l'action du peuple, qui donna plus d'importance aux questions locales. On est plutôt dans le registre du simple repère historique, mais rien n'est inexact et cela reflète l'état du chantier historiographique dans les années 50, jusqu'alors en friche, sur le rôle de ces jeunes fils de bonne famille. Notons que Charles-André Julien et Robert-Jean Longuet, tous deux membres de la SFIO, ne s'appréciaient guère. Les travaux de Charles-Robert Ageron sur l'Association des étudiants musulmans nord-africains en 1983, ainsi que la thèse de Pierre Vermeyren sur la formation des élites par l'enseignement supérieur au Maroc et en Tunisie, au XXe siècle, paru en 2000, ont renouvelé l'approche du rôle joué par les jeunes Marocains, encore étudiants à Paris au début des années 30. Une redécouverte tardive. Quant à Maghreb, l'intérêt qu'on lui porte particulièrement est daté des années 1980. Le récapitulatif suivant de publication est étalé sur près de 20 ans. Il démontre la diversité des points de vue, et sans doute de ce fait, la difficulté d'aborder tant l'histoire que l'influence de la revue. Georges Oved fut conseiller du gouvernement marocain pour les affaires économiques et financières, de 1956 à 1961. Son amitié avec l'ancien leader de l'Union socialiste des forces populaires Abderrahim Bouabid, ses liens avec de nombreux dirigeants nationalistes, qu'ils soient issus de l'Istiklal ou du Parti démocratique de l'indépendance, PDI, en font un témoin privilégié des premières années du Maroc indépendant. Sa thèse intitulée La gauche française et le nationalisme marocain, 1905 à 1955, étudie les interactions entre le mouvement nationaliste et la gauche anticoloniale. Son édition en 1984 consacre une 40aine de pages du second tome aux relations entre les jeunes Marocains et Robert-Jean Longuet. La revue Maghreb y est donc abordée, mais également la rédaction du plan de réforme et la formation du premier parti politique nationaliste,
le Comité d'action marocaine. Jama'a Baïda rédige en arabe un article paru en 1988 dans Dar al-Niaba dont le titre est traduit par « La revue Maghreb et les affaires nord-africaines, 1932 à 1935 ». L'article place en avant l'angle « pan-maghrébin ». Il est révélateur de ce nouvel intérêt porté spécifiquement à la documentation fournie par la presse au temps du protectorat. Dans son livre La presse marocaine d'expression française publié en 1996, une dizaine de pages sont à nouveau consacrées à l'analyse du contexte éditorial au début des années 30. La revue est ainsi mise en perspective historique avec l'ensemble de la presse française au Maroc. 3 autres travaux plus récents doivent aussi faire l'objet d'une lecture attentive. L'ouvrage de Gilles Lafuente La politique berbère de la France et le nationalisme marocain, paru en 1999, consacre à son tour une dizaine de pages au contenu et à l'histoire de Maghreb. Mais il apporte surtout son éclairage sur les nombreuses protestations émises au Maroc et dans tout le monde arabo-musulman, après la promulgation du Daïr de mai 1930. Ce décret permettait à la justice française d'obtenir la compétence dans les affaires de droit coutumier des populations berbères, demeurées jusque-là hors du domaine de la justice islamique, le Shra, rendu au nom du sultan. On retrouvera de nombreux nationalistes parmi les protestataires, craignant une tentative de désislamisation et un affaiblissement des prérogatives du sultan, émir al-Moumen, commandeur des croyants. Jusqu'à l'abandon du Daïr berbère, le 8 avril 1934, une violente campagne de la presse du Proche-Orient, accompagnée ou orchestrée par le journal édité à Genève de Chekib Arslan La Nation arabe, va dénoncer sans relâche la politique française au Maroc. Cette offensive éditoriale sera relayée régulièrement par Maghreb. Marguerite Rolinde envisage une approche opposée en 2002, dans le mouvement marocain des droits de l'homme. Entre consensus national et engagement citoyen. Pour elle, Maghreb est l'initiatrice de ces mouvements au Maroc. L'auteur met particulièrement en avant les liens entre la gauche humaniste, très proche de la Ligue des droits de l'homme, et les jeunes Marocains. Maghreb n'hésitait pas à rendre compte des séances de la section parisienne du 5e arrondissement de la Ligue, lorsque des jeunes Marocains y participaient. Enfin, l'article de Gilles Kandar, Maghreb, une revue franco-marocaine contre le protectorat, 1932 à 1936, publié dans la Revue des revues en 2001, signale les positions ambivalentes de la SFIO face à l'anticolonialisme de Robert-Jean Longuet et des jeunes Marocains. On doit insister maintenant sur le rôle des étudiants marocains à Paris. Parfois, certains sont membres conjointement de l'Association des étudiants musulmans nord-africains, AEMNA, et de l'Étoile nord-africaine. Ces liens influencent les articles qui traitent des problèmes marocains en les soumettant aux difficultés comparables de la Tunisie, de l'Algérie, du monde arabe, et même de l'Inde anglaise. On n'est donc pas surpris de ressentir cette nette dimension pan-maghrébine, dans la ligne éditoriale soulignée par Jama'a Baïda, forçant à déduire que derrière la dénonciation de l'administration directe, une gestion du Maroc à la manière de la colonie algérienne, contraire au traité de protectorat de Fès du 30 mars 1912, chacun peut lire la mise en cause de tout le système colonial. Mais à quelle échelle doit se faire cette mise en cause ? Le titre lui-même, Maghreb, en exprime les 2 volets. En français il se rapporte aux 3 pays, Maroc, Algérie et Tunisie. En arabe al-Maghrib désigne le Maroc. Panmarébisme et identité marocaine ? L'un ou l'autre, ou l'imbrication des deux ? Cet intérêt envers Maghreb peut s'expliquer par plusieurs événements. En premier lieu, la disparition progressive des principaux protagonistes de la revue de la fin des années 70 au début des années 90 tourne la page de l'histoire marocaine de la génération des pionniers. Mohamed Hassan Ouazani décède en 1978, Robert-Jean Longuet en 1987 et Ahmed Balafrey en 1990. Il s'ensuit en retour un effet mémoriel sur les premiers contingents d'étudiants marocains en France, traduit par la publication en 1987 à 1988 des 2 tomes édités par la Fondation Mohamed Hassan Ouazani, Combat d'un nationaliste marocain. À cette occasion, son fils Isara Ouazani avait déploré l'oubli concernant la personnalité de Robert-Jean Longuet. En parlant de Longuet, le Marocain, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous interroger sur les raisons des responsables qui ne l'avaient pas fait participer aux émissions Samar de la télévision marocaine.
Les Marocains auraient été heureux de le voir sur leur petit écran, de l'écouter et d'apprendre par un esprit totalement indépendant un peu plus sur l'histoire contemporaine de leur pays. Un autre exemple de cet effacement se révèle dans les 8 tomes de l'imposante et prestigieuse collection mémoriale du Maroc, publiée sous la direction de Larbi et Sakali, en 1985. Maghreb n'est abordé que succinctement par Khalid Jamaï en quelques lignes. La conscience politique se manifesta entre autres à travers le premier périodique en langue française Maghreb, mensuel fondé par les étudiants marocains parmi lesquels se trouvaient notamment Mohamed Hassan Ouazani, Ahmed Balafrey, Mohamed Fassi, Abdelkader Benjeloun, Faraj, etc. Le premier numéro parut en juillet 1932. Ce périodique auquel participaient des personnalités françaises libérales était financé notamment par 3 grandes familles, les Septi, Boyade et Mécoire. La revue est ensuite mentionnée dans le 6e tome, mais seulement au travers des prismes biographiques de Mohamed Hassan Ouazani et d'Ahmed Balafrey. L'article d'Abou Bakr Kadiri consacré à ce dernier n'évoque pas non plus Robert-Jean Longuet. Seul l'article sur Ouazani, rédigé par son fils Isarabe, signale l'avocat et ajoute une photo. Une seconde raison sous-jacente à cette mise entre parenthèses, bien semblable à une mise à l'écart, est à rechercher dans la conséquence des rapports de force dans le Maroc postcolonial entre la monarchie et les partis nationalistes, Istiklal, PDI. On comprend aisément qu'un régime monarchique qui tire sa légitimité du droit divin hésite à mettre en avant l'histoire d'une revue franco-marocaine d'une certaine inspiration socialiste, à une époque où le sultan Sidi, signataire du manifeste de l'indépendance du 11 janvier 1944. Mohamed Ben Youssef était encore appelé Al-Sultan al-Fransawi, le sultan des Français, notamment après qu'il eut accepté d'apposer son sceau au daïr du 16 mai 1930. Il faut ajouter que Robert-Jean Longuet se déclara plus que critique à l'égard du régime marocain issu de l'indépendance. Enfin, en 3e terme, les querelles internes, pour mieux dire des antagonismes politiques violents, voire meurtriers, après la scission du comité d'action marocaine entre les partisans d'Alal El-Fassi et ceux de Mohamed Hassan Ouazani en 1937, contribuèrent à marginaliser l'histoire et le rôle de la revue. Et elle fut abandonnée dans la construction de la figure tutélaire du roi Mohamed V, comme père de l'indépendance. En fait, Maghreb, à travers l'oubli de son rédacteur en chef, est le reflet des conflits mémoriels du nationalisme marocain. La conséquence logique en est la quasi-disparition dans la conscience collective des Marocains. Une collection complète difficile d'accès. La collection de Maghreb varie en fonction des auteurs. Ainsi, Fouad Ben Sédik, dans Syndicalisme et politique au Maroc 1930 à 1956, note simplement que la revue constituée en 1932 parut 7 fois et fut rapidement interdite au Maroc. D'un autre côté, Gilles Lafuente et Jama Abaïda arrêtent la publication en octobre 1935, indiquant un nombre total de 32 numéros. La 2e édition du manuel scolaire pour les classes de 3e, Le Maroc de 1912 à nos jours, sous la responsabilité de Rachida Duma Direj de 2006, fait cesser la parution de Maghreb en mai 1934. Georges Oved signale la date de janvier 1936 comme celle du dernier numéro. Il avait réussi à consulter la collection quasi complète de la revue Maghreb, grâce à l'amitié de R.J. Longuet, au début des années 80. Ses archives personnelles furent malheureusement dispersées, après avoir été transférées à l'Université de Paris 8 pendant quelques années. Les exemplaires disponibles à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, BNRM, sont au nombre de 28 numéros, que l'on peut dater de juillet 1932 à janvier 1935. Les numéros 13 août 1933 et 22 mai 1934 sont portés manquants. Les archives diplomatiques de Nantes ne possèdent qu'un seul numéro, celui du mois de février 1933. La Bibliothèque nationale de France possède quant à elle 8 numéros, à savoir le numéro 4 d'octobre 1932, le numéro 16 de novembre 1933, le numéro 17 de décembre 1933, le numéro 18 à 19 de janvier-février 1934, le numéro 21 d', avril 1934, le numéro 22 de mai 1934, le numéro 25 à 26 de septembre-octobre 1934, et enfin le numéro 27 à 28 de décembre-janvier 1935. Enfin,
Toujours à Paris, l'Office universitaire de la recherche socialiste, l'OURSS, possède quelques extraits dans les cartons contenant des papiers de Robert-Jean Longuet. Le corpus documentaire étudié ici porte sur les documents conservés à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, complété par le numéro 22 disponible à la Bibliothèque nationale de France. Les exemplaires réellement manquants sont en fin de compte, le numéro 13, les deux numéros qui seraient parus entre janvier 1935 et le début de l'année 1936. La date exacte de cessation de la parution ne peut donc être actuellement plus précise. Les documents complémentaires nécessaires à une compréhension globale du contexte historique proviennent de différents fonds d'archives et des bibliothèques de Rabat, Nantes et Paris. Le corpus contient essentiellement des documents de l'administration du protectorat, mais également des papiers familiaux pour ce qui concerne Robert-Jean Longuet. Les archives du Maroc, ainsi que les ouvrages du Centre Jacques Berck et de la bibliothèque La Source, de Rabat, ont été d'un grand secours pour la documentation concernant les nationalistes marocains et les réactions de la presse française. Les archives du Maroc possèdent un important fonds sur la période du protectorat, surtout les revues de la presse et des questions musulmanes produites par la Direction des Affaires indigènes de la Résidence générale. La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc possède également une collection concernant la presse marocaine d'obédience française. Si tous les journaux n'étaient pas disponibles pour cause de reclassement inhérent à l'activité des bibliothèques, des publications de toutes les tendances politiques confondues ont pu être consultées notamment sur la période de juillet à octobre 1932, date de la campagne de presse menée par les journaux coloniaux contre Maghreb. Les exemplaires originaux du plan de réforme marocaine, de la conférence du lieutenant-colonel Margot sur la presse arabe au Maroc, ainsi que l'ouvrage collectif Tempête sur le Maroc signé du pseudonyme Mouslim Barbari, sont disponibles dans le fonds La Source. Les documents administratifs produits par la Résidence générale de la République française au Maroc sont conservés aux archives diplomatiques de Nantes, ADN, dans le fonds Protectorat Maroc, lui-même divisé en une dizaine d'inventaires. Plusieurs d'entre eux ont été consultés, dont celui du cabinet diplomatique, INV numéro 2, de la Direction de l'Intérieur, INV numéro 3, et de la région de Rabat, INV numéro 12. De nombreux cartons traitent des avancées du mouvement nationaliste, du comité d'action marocaine ainsi que des affaires concernant la presse. À Paris, la Bibliothèque nationale de France possède plusieurs documents de valeur. Une collection du journal de Chekib Arslan La Nation arabe, le bulletin du comité de l'Afrique française et les mémoires du général Georges Spilman, Souvenirs d'un colonialiste. Les archives de la préfecture de police permettent la consultation des dossiers sur l'activité politique et sociale des Maghrébins à Paris durant les années 20 et 30, tant l'Association des étudiants musulmans nord-africains que l'Étoile nord-africaine. Enfin, les exemplaires du journal Le Populaire sont disponibles à la Bibliothèque publique d'information du Centre Georges Pompidou, BPI. Certains ouvrages conservés à l'Institut du monde arabe ont permis de compléter la bibliographie. Monsieur Anis Balafrey, fils d'un des fondateurs de la revue, a bien voulu m'accorder un entretien personnel en juin 2008, apportant son éclairage sur plusieurs points majeurs. Une enquête a également été effectuée à la Fondation Abderrahim Bouabid de Salé, mais les documents concernent essentiellement la période postérieure aux années 40. Un devoir de synthétisation. Aborder une recherche sur une publication dont la collection est incomplète et les sources relativement disparates, amène à effectuer un travail de contextualisation et de synthétisation. Comme on l'a vu, les études précédentes n'abordent pas le contenu sous l'angle théorique et lexical. Il n'existe pas de typologie, et cela vaut également pour les réactions violentes suscitées par le mensuel. L'objectif est prioritairement de reconstituer la trame et les évolutions du discours véhiculé. Une analyse factorielle des correspondances a fait émerger une typologie entre les différents numéros et a authentifié les facteurs qui permettent de comprendre les mutations opérées durant ces 3 années de combat journalistique. Pour cela, nous avons numérisé les 400 articles, 818 pages, des numéros conservés à la BNRM pour obtenir un échantillon quasi complet de juillet 1932 à janvier 1935, soit de la naissance de Maghreb à la présentation du plan de réforme marocaine.
L'échelle d'étude choisie a été effectuée selon les 200 mots les plus utilisés par numéro. L'analyse factorielle des correspondances est une méthode statistique mise au point, dans les années 60, par Jean-Paul Binzécry. Elle permet, en se reportant aux tableaux de contingence, ou des tableaux de Burt, de visualiser les corrélations existantes entre les éléments lignes et les éléments colonnes. À cette définition de Philippe Tchobois, Benjamin Deruel ajoute: le traitement statistique du corpus, par la combinaison de la lexicométrie et de l'analyse factorielle des correspondances, permet d'orienter la réflexion et le travail d'interprétation du chercheur en rendant compte de la structure du texte. Ce traitement classe et hiérarchise les phénomènes observés, et permet de confirmer ou d'infirmer les intuitions de la lecture linéaire, et d'établir des proximités et des oppositions de vocabulaire présentes dans notre corpus. Cet outil permet de faire apparaître des tendances lexicales, mettant en valeur des similitudes ou des oppositions. En croisant ces données avec des documents extérieurs à la revue, il se dégage un panorama global de la construction d'un langage de combat, combiné aux différentes réactions produites. L'étude a cherché à saisir le contexte de la création de Maghreb, au travers de la situation sociale et politique du Maroc des années 30. Parce qu'elles sont mal connues, ces années ont fait l'objet du préjugé d'un entre-deux flou, entre le proconsulat de Lyautey et l'ébullition qui mène le Maroc à son indépendance. Qu'elle soit une étape n'empêche pas de leur accorder le statut d'une période historique à part entière, celle de la maturation du mouvement national. Les deuxième et troisième parties traiteront du fonctionnement, du contenu et des différentes luttes politiques menées par les auteurs durant les 10 premiers mois d'existence du mensuel. Les réactions tant des Marocains, des milieux coloniaux, de la presse espagnole et arabe, ainsi que des militants de la SFIO, seront abordées dans un quatrième temps. La cinquième partie aura pour objectif d'expliquer la rupture qui s'établit entre les mois de mars et juin 1933. C'est en effet à ce moment, où la revue paraît à son apogée, qu'une nouvelle tonalité s'affirme, débouchant sur l'élaboration du plan de réforme présenté en décembre 1934. Elle constitue la sixième partie. Enfin, l'épilogue des années 1935, 1936 et 1937 s'articulera autour de la constitution du Comité d'action marocaine et des espoirs déçus du Front populaire. Première partie. Le protectorat français au Maroc dans les années 30, de l'emprise coloniale aux premières contestations politiques. 1. La difficile succession de Lyautey, le protectorat de Théodore Steg à Lucien Saint. L'avènement du protectorat au Maroc. L'Algérie a été pacifiée, définitivement dans les années 1870. La Tunisie est devenue un protectorat en mai 1881 avec la signature du traité du Bardo par le Bey. En ce début du XXe siècle, les marches sahariennes et l'empire chérifien restent les ultimes espaces non occupés de l'Afrique du Nord. Le Maroc est un pays déchiré, en position de faiblesse face à l'appétit croissant des puissances européennes. Après la mort du sultan Hassan Ier en 1894, la crise financière va se doubler d'une crise politique sous le règne de Moulay Abdelaziz. Cette situation découle du lent dépeçage de la souveraineté du Makhzen à partir de 1860, date de la défaite face à l'Espagne durant la guerre de Tétouan. La dette de guerre payée aux Espagnols, soit l'équivalent de 100 millions de francs remboursables en 8 mois, va durablement briser la capacité du sultan à réformer le fonctionnement de l'État en pesant lourdement sur les finances. Un autre facteur de déstabilisation fut l'emploi de la protection. Il s'agit du privilège détenu par une puissance étrangère, permettant de soustraire certains indigènes à l'autorité de leur souverain, et de les faire profiter de sa juridiction. L'origine de ce statut provenait des immunités consulaires, élargies aux autochtones en rapport avec les Français 1767, les Britanniques 1856 et les Espagnols 1863. Cette course à la protection, entreprise par ces trois puissances, étudiée par Mohamed Kenbib, allait se révéler être un puissant instrument de subversion. Les protégés échappaient ainsi aux impôts prélevés par le Makhzen. Loin de mettre fin aux abus, la conférence de Madrid du 3 juillet 1880 allait entériner la protection politique et reconnaître aux étrangers le droit d'acquérir des terres au Maroc. Ce véritable cheval de Troie,
eut pour conséquence de saper les pouvoirs régaliens de l'État marocain. La gestion du sultan Moulay Abdelaziz aggrava encore une situation financière, malgré tout stabilisée par son père Hassan Ier. L'échec de la réforme fiscale créant un nouvel impôt sur les revenus agricoles, le tertib, contraignit le Makhzen à solliciter un nouvel emprunt auprès des banques européennes en juin 1904. La Banque de Paris et des Pays-Bas accorda un prêt de 62,5 millions de francs, à un taux de 5% remboursable en 35 ans sur le produit des douanes. Des agents français furent de ce fait affectés dans les ports, protégés par un détachement spécial de police commandé par des officiers français. L'expulsion des instructeurs militaires européens en décembre 1904, aux grandes dames de la France, n'empêcha pas une impopularité croissante du sultan auprès de son peuple. Il s'ensuivit plusieurs révoltes, dont celle du prétendant Djilali Bendris, Bou Amra, l'homme à l'ânesse. Malgré la prise d'Oujda et de Taza en 1903, il fut finalement vaincu en 1909 et exécuté à Fès. Les images chocs des unes des journaux étrangers fournirent maintes preuves de l'anarchie dans laquelle serait tombé le Maroc. L'intérêt croissant de l'Allemagne pour l'empire chérifien complétait celui des 3 autres nations européennes. L'empereur Guillaume II montra au monde son désir de prendre sa part, le 30 mars 1905 en débarquant spectaculairement à Tanger. Les dettes du sultan poussèrent les puissances concurrentes à ouvrir une conférence à Algésiras, le 16 janvier 1906 avec les autorités chérifiennes. La participation des États-Unis signa leur entrée dans le concert international. Certes, le triple principe de la souveraineté et de l'indépendance de Sa Majesté le Sultan, de l'intégrité de ses États et de la liberté économique, était reconnu dans l'acte final signé le 7 avril. Mais dès le 3e article du premier chapitre, il était spécifié que, pour venir en aide au sultan dans l'organisation de cette police, des officiers et des sous-officiers instructeurs espagnols, des officiers et des sous-officiers instructeurs français seront mis à sa disposition par leurs gouvernements respectifs. Le 3e chapitre fixait l'acte de concession d'une banque d'État du Maroc, art. 31, dont le siège social sera à Tanger. 38. L'article 51 indiquait que les banques centrales, allemandes, anglaises, espagnoles et françaises, nommeraient chacune un censeur pour 4 ans. L'article 56 stipulait que le capital initial de la banque sera divisé en autant de parts égales qu'il y aura de parties prenantes parmi les puissances représentées à la conférence. À cet effet, chaque puissance désignera une banque qui exercera, soit pour elle-même, soit pour un groupe de banques, le droit de souscription ci-dessus spécifié, ainsi que le droit de désignation des administrateurs prévu à l'article 50. Enfin, la fiscalité marocaine était mise sous la tutelle du corps diplomatique dans les chapitres 4, déclaration concernant un meilleur rendement des impôts et la création de nouveaux revenus, EV, règlement sur les douanes de l'Empire et la répression de la fraude et de la contrebande. La France parvint donc à imposer ses vues avec le soutien de l'Angleterre, entraînant l'isolement diplomatique de l'Allemagne. Le mauvais accueil de l'opinion marocaine suscita une série de nouvelles révoltes, qui servirent à leur tour d'autant de prétextes aux interventions françaises afin de grignoter le territoire par morceaux. De 1903 à 1911, à partir d'Ain Sefra puis d'Oran, Lyautey fut le maître d'œuvre de ce long travail de sape qui allait permettre l'établissement d'un protectorat en se saisissant du Maroc utile. Il y appliqua les principes appris en Indochine, puis à Madagascar, entre 1894 et 1902 sous l'autorité de Gallieni. Cette stratégie, dite de la tache d'huile, consistait à appliquer le droit de suite contre les tribus marocaines qui ne respectaient pas la frontière, tout en préparant politiquement leur ralliement. Ainsi, Oujda fut occupé en mars 1907. À l'ouest, la France appliqua la politique de la canonnière. Sous le prétexte de l'assassinat de 8 ouvriers européens le 30 juillet 1907 à Casablanca, la ville fut bombardée, puis occupée en même temps que la plaine de la Chaouia. Ces empiètements provoquèrent la chute du sultan Moulay Abdelaziz en janvier 1908, renversé par son frère aîné Moulay Hafid bénéficiant du soutien des caïds de l'Atlas Madani el-Glaoui et Abdelmalek Mtoungi. Le nouveau sultan entra à Fès en juin 1908 en incarnant l'espoir de mener le djihad contre l'envahisseur chrétien. Mais pour mener la reconquête, Moulay Hafid devait faire appel à l'impôt,
et les levées supplémentaires provoquèrent une rébellion des tribus en février 1911, avec pour enjeu sa déchéance au profit de son frère Moulay Izzizine. Assiégé d'Anfès par les rebelles, il fut libéré par les 6000 hommes de la colonne du général Moigné le 21 mai 1911. Ce coup d'éclat violait manifestement l'acte d'Algésiras, et poussa l'Allemagne à abattre aussi ses cartes en envoyant la canonnière Panther mouillée en rade d'Agadir le 1er juillet 1911. La guerre fut évitée par le marchandage du 4 novembre 1911. Elle renonçait à ses prétentions marocaines, contre 275 000 km² de terre au Congo. La France avait désormais les mains libres dans les territoires convoités, bien que, malgré l'opposition des tribus rifènes, l'Espagne ait entrepris dès 1909 l'occupation d'une vaste zone au nord, de l'Atlantique à la Moulouya. Isolé, Moulay Hafid signa à contre-cœur sous la pression du diplomate Eugène Regnault, le traité de Fès établissant le protectorat sur son pays le 30 mars 1912. Un télégramme de Regnault rendit compte au Quai d'Orsay du déroulement des événements. Dans notre conférence de ce matin, le sultan a cédé et a signé séance tenante le traité de protectorat. Aucune modification n'a été apportée au texte, qui m'a été transmis par le département. Le sultan demande au gouvernement français de tenir cette nouvelle secrète pendant quelques jours pour lui permettre de préparer l'opinion et surtout pour qu'il puisse faire venir à Fès les caïds qui doivent l'escorter à Mékiné, Sik et à Rabat. J'ai promis d'insister auprès du gouvernement pour qu'il soit donné satisfaction à son désir. 2 lettres complémentaires furent transmises le même jour au sultan, dans lesquelles le diplomate promettait à la fois des garanties financières et de sécurité. 1 degré, Votre Majesté recevra du gouvernement de la République une protection spéciale, pour elle ainsi que pour sa famille personnelle. 2 degrés, le jour où Votre Majesté viendrait pour une raison quelconque, à renoncer à l'exercice du pouvoir, une pension honorable lui sera allouée par le gouvernement de la République. Votre Majesté pourra, si elle le juge à propos, désigner l'un de ses fils, comme héritier présomptif du trône chérifien. Une entente s'établira avec le gouvernement de la République, à ce sujet. Le premier des 9 articles du traité précisait les contours du nouveau régime, les réformes administratives, judiciaires, scolaires, économiques, financières et militaires que le gouvernement français jugera utile d'introduire sur le territoire marocain. Il était garanti qu'il sauvegarderait la situation religieuse, le respect et le prestige traditionnel du sultan, l'exercice de la religion musulmane et des institutions religieuses, notamment de celle des Habous. Il comportera l'organisation d'un makhzen chérifien réformé. Cet article avalisait le découpage de l'empire chérifien en 3 zones. Outre celle confiée à la tutelle française, une zone espagnole dont les contours n'étaient pas encore officiellement définis, accordait à la ville de Tanger un caractère spécial dûment reconnu. Le 2e article légitimait l'occupation militaire, tandis que l'article 3 engageait le gouvernement français à prêter un constant appui à Sa Majesté chérifienne, contre tout danger qui menacerait sa personne ou son trône ou qui compromettrait la tranquillité de ses États. Si le sultan continuait de sceller les lois, l'initiative de la législation dépendait exclusivement du gouvernement français. Art. 4. Représenté par un commissaire résident général, dépositaire de tous les pouvoirs de la République au Maroc. Art. 5. Ce résident prenait en charge les affaires étrangères marocaines et avait le pouvoir d'approuver et de promulguer tous les décrets rendus par Sa Majesté chérifienne. Le traité engageait également le sultan à ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans l'assentiment préalable du gouvernement de la République française. Art. 6. De fait, les agents diplomatiques français étaient désormais chargés de la représentation et de la protection des sujets et des intérêts marocains à l'étranger. Les articles 7 et 8 mettaient enfin les finances et la fiscalité marocaines sous la tutelle de la France, tandis que l'article final soumettait la présente convention à la ratification de la République française. Si officiellement, le protectorat comportait un exécutif à 2 têtes, le seul pouvoir du sultan était la signature des daïrs qu'on lui présentait. En cas de désaccord, pouvait-il refuser ? Le traité restait muet sur ce point. En fait, tout dépendrait du rapport de force entre les autorités françaises et le palais. Jusqu'à la fin des années 1940,
les sultans Moulay Youssef puis Sidi Mohamed n'étaient pas en mesure de contrecarrer l'action du résident. Seul l'affaiblissement de la puissance protectrice après la Seconde Guerre mondiale et l'alliance avec le mouvement national permirent à Sidi Mohamed d'actionner la grève du sceau, sa seule arme, et de lui rendre son autonomie politique par ce qui n'était à l'origine qu'un détail pour sauver les apparences. Le 11 juin 1912, le gouvernement de Raymond Poincaré fixait par décret les attributions et les pouvoirs du représentant de la France. Art. 1er. Le représentant de la République française au Maroc porte le titre de commissaire résident général et relève du ministre des Affaires étrangères. Art. 2. Le commissaire résident général est le dépositaire de tous les pouvoirs de la République dans l'Empire chérifien. Il est le seul intermédiaire du sultan auprès des représentants des puissances étrangères. Il approuve et promulgue, au nom du gouvernement de la République, les décrets rendus par Sa Majesté chérifienne. Il dirige tous les services administratifs. Il a le commandement en chef des forces de terre et la disposition des forces navales. Art. 3. Le commissaire résident général communique par l'entremise du ministre des Affaires étrangères avec les divers membres du gouvernement de la République. Il les saisit sans délai des questions qui intéressent leur département. S'il était nommé en Conseil des ministres, il avait néanmoins tous les pouvoirs d'un proconsul. Le résident était assisté par un délégué qui le remplacerait en cas d'absence ou d'empêchement et le seconderait dans la conduite des affaires. Il disposait d'un cabinet civil, 5 membres en 1912, d'un bureau diplomatique, 5 membres également, chargé des questions relatives à l'exécution des traités internationaux, et d'un secrétariat général s'occupant de l'administration, de la police, de la justice, de l'enseignement et des cultes. 2 autres bureaux complétaient l'organigramme. Le bureau politique, 3 membres entre mai et septembre 1912, chargés de centraliser le service des renseignements, le bureau militaire lui-même composé de plusieurs services topographiques, de l'intendance maritime et d'un commandant du quartier général. De 1912 au début des années 30, toutes les institutions chérifiennes allaient être progressivement doublées par des directions françaises, instaurant petit à petit une administration directe, gérant le protectorat sans tenir compte du sultan. Ce fonctionnement administratif sert de cadre à l'aventure de Maghreb. Les protagonistes s'y réfèrent, le détournent ou le refusent. Les années 30, une période de transition. Le proconsulat de Lyautey débuta en 1912 et s'acheva en 1925. La guerre du Rif se termina un an plus tard par la capitulation du leader rifin Abdelkrim el-Khattabi. Une autre époque s'amorce alors jusqu'à l'opération Torch et le départ de la résidence du général Charles Noguès en 1943. Pour Ladislav Serić, c'est la période de gestation du nationalisme moderne marocain. Le choix de ce mot exprime bien l'incertitude et la diversité des phénomènes qui agitent cette vaste décade, élargie à une bonne quinzaine d'années. Une gestation ouverte sur la mise en cause de la présence française, ou une transition dans l'éveil des mentalités, à moins que période charnière ne convienne mieux pour qualifier le processus de la construction politique de ce nationalisme moderne. Ces approches ne s'excluent pas et s'interfèrent. Que l'une ou l'autre soit privilégiée, la problématique définie par Daniel Rivet demeure la même. Le fait nouveau dans les années 1930, c'est la récurrence de la protestation contre l'ordinaire colonial, qui est désormais articulée par une avant-garde cherchant à s'organiser. Un déplacement souterrain du centre de gravité politique du Maghreb s'opère à l'insu des protagonistes qui se disputent tapageusement, mais se concertent encore parfois avec aménité. Le maréchal Lyautey a beau regretter que les Français aient l'administration directe dans la peau, sur le modèle de la colonie algérienne, il faut bien admettre qu'il ne s'y opposa que modérément. La raison d'être du protectorat n'établissait pourtant le principe du contrôle de l'État chérifien, qu'en vue de le réformer. Sa fameuse note du 18 novembre 1920, dans laquelle il préconisait à ses collaborateurs de donner un sérieux coup de barre au point de vue de la politique indigène pour renoncer à ses tentations, demeura sans suite. L'accès au poste administratif devint de plus en plus difficile aux Marocains. Il est d'usage de considérer que les successeurs à la résidence se bornèrent à faire du Lyautey. Le raccourci est réducteur et tient du cliché,
mais il illustre l'empreinte laissée par ce maréchal monarchiste qui mit en place et façonna le protectorat français à son image. Il vaut mieux admettre que l'arrivée en octobre 1925 du sénateur Théodore Steg est vécue comme une petite révolution en dépit de la relative brièveté de son passage à ce poste, quitté dès janvier 1929. Républicain, protestant et issu d'un milieu civil, Steg s'engagea vers une augmentation significative du nombre de colons sur les terres agricoles marocaines. Son remplaçant, Lucien Saint, membre du Parti radical, ne resta également que 4 années à Rabat, jusqu'en août 1933. C'est pendant cette période qu'éclatèrent au grand jour les premières grandes manifestations contre la politique française avec la promulgation du Daïr berbère, en 1930. Le constat de brièveté peut être renouvelé au sujet d'Henri Ponceau, le 4e résident général, dont le passage dura 3 années, pendant lesquelles il fit face à la structuration progressive du mouvement nationaliste. Marcel Pérouton et surtout le général Charles Noguès occupèrent la résidence entre 1936 et 1942. On peut vraiment utiliser le terme « transition » en ce qui concerne le regard que les Marocains portent sur le pouvoir colonial. Les années 30 donnent l'impression d'hésiter entre l'acceptation du protectorat, s'il permet des réformes de structure, ou son refus s'il produit des injustices. De ces doutes naît une prise de conscience nouvelle. Les moyens militaires mis en œuvre pour battre Abdelkrim et mettre fin à la République riffaine en 1926 sonnent le glas d'une libération par les armes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.